Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, les caisses de l'État vidées par le régime libéral. Cette révélation du ministre du Budget a amené les citoyens à demander à l'État de sévir. Au vu de ce qui s'est passé avec le régime sortant, Doudou Issa Agnès du Parti Socialiste soutient que les Sénégalais avaient commis une erreur en élisant Abdoulaye Wade en 2000. Mais faut-il penser à des risques de banqueroute? Non, répond l'économiste Moubaraklo que vous entendrez dans cette édition. Promesse de faire la lumière sur la mort de Mamadou Diop et autres victimes lors de manifestations préélectorales. Amnesty International note l'engagement des nouvelles autorités et reste vigilant. Quant à Maître Baba Diop, il souhaite que les choses ne prennent pas l'allure d'un règlement de compte. Actualité internationale, Guinée-Bissau attaque de la résidence de Carlos Gomez Jr. Le Premier ministre serait en sécurité entre les mains de l'armée. La CEDEAO condamne cette tentative de coup d'État. Nous sommes vendredi, jour de critique média. Suivez nos rubriques Parler français et la météo. Et puis point de vue sur la déclaration du ministre du Budget qui révèle que les caisses de l'État sont vides. Qu'en pensez-vous? Vos appels vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Après la sortie du ministre du Budget qui a révélé que les caisses de l'État sont vides, après donc le départ du régime libéral, beaucoup de citoyens interrogés sont choqués par la situation. Ils estiment que l'État doit sévir et que le président Macky Sall ne doit pas y aller de main morte. Certains rappellent même l'exemple du PS en 2000. Reportage Mantouré. Ils sont tous ahuris. Ils sont dépassés. Les caisses de l'État vides, ça ne devrait pas exister. Une caisse ne doit pas être vide. Quand c'est l'État dont les caisses sont vides, je pense que c'est dramatique. Disons que ce serait surprenant. Les caisses de l'État presque vides dans un pays normal, c'est inimaginable. Les caisses de l'État, amul dara. Entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, toute une différence. En 2000, nous avons eu l'alternance. Les caisses de l'État n'étaient pas vides. Abdou Diouf est parti avec beaucoup d'élégance. Des caisses de l'État quasi vides. Qui sont les accusés? Les caisses de l'État, on sait qui a bouffé l'argent. On le sait. On ne sait pas la peine que les gens tournent autour du pot en disant que ces gens, ces trucs, ainsi de suite. C'était compréhensible quand on voit ce train de vie de l'État où on dépense à tout vent. Donc c'était prévisible. Je crois que le président l'avait dit d'ailleurs, que dans 2 mois on ne pourrait pas payer les fonctionnaires. Il savait ce qu'il disait. L'honnêteté n'a pas été l'éthique du groupe qui était en place. Et donc, à la sortie, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Les présumés coupables sont désignés. Maintenant, la conduite à tenir. Un recouvrement, tout ce qui n'a pas été dignement gagné, doit être expliqué d'une manière ou d'une autre, et qu'à partir de ce moment-là, que l'État puisse reprendre ce qui est son dû. Il faut le sanctionner, à commencer par la plus haute autorité. Il n'a pas le droit de traiter, de manager le Sénégal comme ça. Il n'a pas le droit. Mais c'est des choses qui sont faciles à régler. Comment ça? Mais c'est très facile à régler. C'est des gens qui n'ont pas de carte grise. Les voitures n'ont pas de carte grise. Le concessionnaire est là. Si Macky Sall, qu'il est décidé à le faire, il pourra le faire. C'est faire le contrôle normalement, et prendre les chances. Il n'y a pas de problème. Abdou Diouf est parti. Derrière lui, que du vert. Avec Abdoulaye Wade, les signaux sont au rouge. Le nouveau gouvernement est sur la case départ, mais avant même le marathon, l'équipe de Macky Sall est essoufflée parce qu'il manque de fonds. En 2000, quand Abdou Diouf partait, il avait laissé pas moins de 250 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Tout le contraire aujourd'hui, comparaison qui pousse les socialistes à dire que c'est la preuve que les Sénégalais avaient commis une erreur en sanctionnant Diouf au profit d'Abdoulaye Wade. Écoutons des membres du bureau politique du Parti Socialiste, Doudou Issa Agnès, joint par Daouda Diouf. C'est que le peuple sénégalais doit se rendre compte de son erreur. Parce que le gouvernement socialiste, pendant les 40 années, a toujours fait état de la situation réelle du pays. Il y a eu bien sûr quelques petites erreurs qui ont été sanctionnées par le peuple, que nous avons acceptées, mais dans l'ensemble, au plan de la gestion,
il n'y a pas de commune mesure entre notre gestion et la gestion de Wade. Pour ce qui est du plan matériel, montre à souhait tout ce que ces gens-là peuvent, jusqu'où ils peuvent aller. Parce que quand un président de la République, désavoué par son peuple, quitte le palais en emportant le véhicule de fonction, ça sous-entend qu'en fait, il ne laissera rien dans les caisses. Parce que quelqu'un qui part en tant que président de la République, qui dirige un pays pendant 12 ans, qui pille à fond le pays et qui, en fait, au dernier moment, s'en va avec une simple voiture. Alors, c'est une situation qui ne nous surprend guère. Le Sénégal ne risque pas une banqueroute. Assurance de l'économiste Moubarak Lo, ce proche du président Macky Sall, a fait cette précision au téléphone de Babacar Fall. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Il y a des difficultés, mais ces difficultés seront surmontées. C'est une question de délai. Le gouvernement arrive. C'est vrai que Abdoulaye Wade n'a pas suivi la tradition républicaine, parce que quand Abdou Diouf quittait, il lui a laissé un trésor en bon état. Lui, il a quitté en dilapidant le trésor public. Mais c'est pas pour autant que le Sénégal va se retrouver en banqueroute. Le Sénégal pourra surmonter la difficulté. Il faut juste donner le temps au temps et permettre au gouvernement de trouver des solutions. Mais ces solutions seront trouvées. Mais par où l'ancien régime est passé pour parvenir à vider les caisses de l'État? Bon, le ministre du Budget l'a dit. Le gouvernement d'Abdoulaye Wade a dépensé plus que prévu. Parce que vous savez, dans la gestion financière, il y a la gestion de la trésorerie. Si vous devez gérer sur 12 mois et que vous dépensez sur les 3 mois ce que vous auriez dû dépenser sur les 6 mois ou sur les 7 mois, bien évidemment, les recettes ne suivant pas, vous déséquilibrez les finances publiques. Ensuite, vous mettez en difficulté aussi vos successeurs, parce que les mois qui suivent leur entrée en fonction, ils auront du mal à régler les situations. Mais comme je dis, c'est une situation difficile, mais pas impossible à gérer, parce que n'oubliez pas que les recettes entrent régulièrement dans les caisses de l'État tous les mois par le biais des taxes, des recettes douanières, mais également par les autres revenus de l'État. Et puis nous avons tenté de joindre toutes les personnes du défunt régime censées de se prononcer sur cette question, mais en vain. Et puis le débat du jour porte sur cela. Nous continuerons donc pour avoir la version des anciens tenants du régime. Le président de la République effectue son premier voyage ce dimanche. Macky Sall se rend en Gambie auprès du président Yahya Jammeh. Le président Sall avait promis lors de la campagne électorale pour le second tour qu'il réserverait sa première visite à la Gambie s'il est élu à la tête du Sénégal. Il entend ainsi tenir cette promesse, et tout cela entre dans le cadre du raffermissement des relations entre le Sénégal et ses voisins. Les passations de services poursuivent. À l'instant, Youssou Ndour au ministère du Tourisme. Cet après-midi à 17h, le ministre de l'Urbanisme et de l'Assainissement sortant, Oumar Sarr, passe le témoin à Oumar Gueye. À 17h également, il y aura la passation des services entre Serigne Baïkam et Amadou Tidiane-Ba, ministre de l'Enseignement supérieur. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h08. Amnesty International reste vigilant malgré la promesse de la nouvelle ministre de la Justice de faire tout pour éclairer les Sénégalais sur la mort de plusieurs Sénégalais lors des dernières manifestations politiques sous le régime d'Abdoulaye Wade. La section sénégalaise de cette organisation internationale des droits de l'homme envisage une bataille contre le gouvernement sénégalais s'il ne joint pas l'acte à la parole. Écoutons Seydi Gassama avec Babacar Fall. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas seulement des déclarations, mais c'est des actes. Et les actes, malheureusement, on n'en a pas encore entendu. Nous avons entendu que l'IGE avait été lancé aux trousses de certaines personnalités qui ont eu à gérer de l'argent public, mais nous n'avons pas entendu que le procureur a déjà reçu instruction d'enquêter sur les différents cas de personnes qui ont été tuées pendant les 10 dernières années. Et ces personnes, nous en avons recensé plus de 30. Et aujourd'hui, notre crainte, c'est que la situation qui a prévalu avant
risque de prévaloir si on ne se mobilise pas. Parce que nous avons toujours les mêmes magistrats qui sont dans les cours de tribunaux, nous avons toujours les mêmes policiers qu'on demande d'enquêter sur les autres policiers, les mêmes gendarmes qu'on demande d'enquêter sur d'autres gendarmes. Et aujourd'hui, sans une forte pression à la fois des victimes, de leurs familles, mais également de la société civile, nous risquons de très rapidement retomber dans la situation de quasi-léthargie à laquelle tous ces dossiers judiciaires de meurtre, des suites de torture ou de policiers ont connu depuis donc l'année 2000. Donc nous restons absolument vigilants, nous ne donnons pas un blanc-seing au nouveau gouvernement, nous attendons de le juger sur des actes. Si le gouvernement s'engage résolument à lutter contre l'impunité, nous allons être à ses côtés pour travailler ensemble et renforcer les droits et les libertés dans ce pays. Si le gouvernement choisit le statu quo, c'est-à-dire faire comme le précédent régime, eh bien, il n'y aura pas de période de répit parce que très rapidement, nous allons monter au front et déclencher ce combat. Parce que nous ne nous battions pas contre le régime de Wade, nous nous battions contre l'impunité, nous nous battions pour des principes. Et si ce gouvernement ne fait pas de ces principes les siennes, c'est très clair que très rapidement nous allons nous retrouver dans une situation conflictuelle. Dans cette lutte contre l'impunité prônée par le nouveau gouvernement, l'avocat défenseur des droits de l'homme pense que cela ne doit pas être une déclaration d'intention, mais des actes. Maître Baba Diop ne souhaiterait pas qu'il y ait un règlement de compte. Il est avec Daouda Diouf. C'est une sortie qu'il faut saluer parce que dans une république normale, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'impunité comme ils l'ont si bien dit. Alors c'est des déclarations qui, au-delà de leur intention, doivent être saluées. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire très précisément, c'est que quand même que cela puisse être accompagné par des actes concrets parce que les Sénégalais quand même ont besoin de justice parce que pendant ces dernières années, il y a eu trop d'impunité, trop d'injustice par rapport à certains citoyens. Donc aujourd'hui, si on a un nouveau gouvernement qui a cette intention-là, je pense que tous les Sénégalais devraient saluer cette intention-là. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, cela ne doit pas être simplement une déclaration d'intention. Nous attendons des actes concrets de la part de ces personnalités, de ces autorités-là. Maintenant, c'est des ministres, ils sont dans leur rôle que de vouloir combattre l'injustice et l'impunité. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé de l'ordre public, garant de l'ordre public. Le ministre de la Justice, il est également chargé de faire régner la justice dans ce pays-là. Donc, qu'ils le disent, cela, effectivement, peut nous rassurer. Mais nous attendons quand même des actes concrets par rapport à leurs déclarations. Mais il ne doit pas s'agir également des déclarations qui ont pour intention de venger, par exemple, d'autres personnes, etc., etc. Mais il doit savoir tout simplement de rendre justice à la société sénégalaise d'abord, avant de rendre justice à des personnes privées. RFM. Université de Ziguinchor, les étudiants veulent la hausse du budget consacré à leur institution, mais également la création d'un centre d'œuvre universitaire, l'appel d'Abdoulaye Sambou. Créé en 1970 par décret présidentiel, le parc national de Basse-Casamance couvre une superficie de 5000 hectares et est entouré par 5 villages, tous dans le département de Oussouye. Il constitue le dernier vestige de forêt guinéenne du Sénégal, comptait 50 espèces de mammifères et 200 espèces d'oiseaux. Seulement, en 1993, ce poumon écologique des aires protégées du Sénégal va fermer à cause du conflit casamancé, pour réouvrir en 2001 avec un personnel déployé à Oussouye. Aujourd'hui, plusieurs problèmes assaillent ce parc. Problèmes qui ont pour nom insécurité avec les mines et la présence des bandes armées, braconnage et manque d'entretien. Lieutenant Abdoul Aziz Diédhiou est conservateur du parc national de Basse-Casamance. Les difficultés principalement. Abdoulaye Sambou, ce n'est pas le bon élément. Nous allons écouter maintenant le bon élément sur l'université de Ziguinchor, où les étudiants veulent la hausse du budget consacré à leur institution, mais également la création d'un centre d'œuvre universitaire. L'université de Ziguinchor fait partie des nouvelles créations du régime de l'alternance. Mais hélas, ce temple du savoir est un concentré de difficultés depuis son démarrage. Si la plupart des étudiants rencontrés disent avoir largement contribué au changement de régime, force est de reconnaître qu'ils attendent beaucoup du président Macky Sall et de son gouvernement. D'abord, le relèvement du budget de l'université jugé très faible. Une injustice à corriger, selon Madia Diop Sané, un des responsables du mouvement étudiant. L'université de Ziguinchor a un budget de 1,5 milliard
milliards, voire 600 millions, 500 millions, alors que l'université de Thiès aujourd'hui a 2 milliards, 500 millions. Donc nous voulons vraiment que le nouveau ministre puisse rectifier, parce que quoi que l'on dise, l'université de Ziguinchor est la première université parmi les toutes nouvelles créations. Ensuite, mettre l'accent sur les infrastructures d'accueil. Construire l'université de Ziguinchor, parce que jusque là, au moment où nous vous parlons, nous n'avons que des cases, pas une université. Donc ce que nous souhaitons, c'est des infrastructures puissent sortir sur terre au sein de cette nouvelle université. Parce que quoi que l'on dise, c'est une université nationale, mais aussi c'est une université sous-régionale. Enfin, l'indépendance des universités de Ziguinchor par rapport au coup de... Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'il y ait un centre régional des universitaires de Ziguinchor, un CROUS. C'est mieux, parce que sinon, il y a cette année plus de 4000 et quelques étudiants. Et donc, si nous devons toujours dépendre du coût, ça va encore englober des problèmes. Au moment où je vous parle, le restaurant universitaire de Ziguinchor ne ressemble vraiment pas à un restaurant universitaire. Il y a des attentes par rapport au volet social. L'élargissement de l'espace universitaire, le paiement à temps des bourses sont aussi, entre autres, des points sur lesquels le nouveau régime est attendu par les étudiants de l'université de Ziguinchor. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Ici à Dakar, la jeunesse estudiantine catholique s'implique dans la prévention des crises à l'université en dépit du contexte difficile et la situation que vivent certains étudiants et les bacheliers non orientés. La GEC est convaincue que le dialogue peut être et sera le seul moyen de faire revenir les uns et les autres à la raison. Écoutons François Mendy, il est le président de la jeunesse estudiantine catholique. Il est au micro de Seydou Nourouba. Croyons fortement que la stabilité va revenir à l'université. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. Si on n'a pas de solution, on va droit au mur. Et si on va droit au mur, c'est tout le monde qui va se casser le visage. Et ce n'est pas intéressant. Une situation universitaire qui pourrit, c'est le pays tout entier qui va sombrer. Et nous avons vu le moyen secondaire, ça ne marche pas. Donc c'est tout un ensemble. Donc il faut que les gens réfléchissent dans la globalité. Nous avons une mission. Cette mission, c'est de cultiver ce qui nous revient. Nous la cultivons. Maintenant, le gouvernement doit jouer sa part de responsabilité, sa partition dans tout cet ensemble-là. Donc, à réfléchir globalement dans le système éducatif. L'actualité internationale. Bonjour, Dienaba Seydouba. Oui, bonjour Antoine. Guinée-Bissau, des nouvelles de Carlos Gomes Jr. Le Premier ministre serait actuellement en sécurité entre les mains de l'armée. Oui, c'est son épouse qui l'a confirmé, selon elle. Après l'attaque de la résidence, les militaires ont amené Carlos Gomes Jr. à Bissau. Les habitants sont méfiants et la ville est morte puisque les institutions et les commerces sont fermés. Bissau, la correspondance de Noah Monkali. Après une nuit très agitée, la capitale a changé de visage. Toutes les institutions sont fermées et les militaires ont interdit l'accès à la résidence privée du Premier ministre Carlos Gomes Jr. ainsi qu'au niveau de certaines ambassades. La population a refusé de parler pour question de sécurité. Contrairement à ce qui a été avancé sur la mort hier du Premier ministre Carlos Gomes Jr., ce matin, sa femme Donna Salomé a déclaré à RFI que son mari est vivant, mais ce dernier a été enlevé par des militaires et elle n'a plus de ses nouvelles. Aucun mort n'a été finalement déclaré ni de blessés selon nos sources hospitalières. La campagne électorale qui devrait démarrer aujourd'hui risque de ne plus avoir lieu avec cette insurrection militaire, ainsi que l'élection du deuxième tour prévue pour le 29 avril prochain, à laquelle Koumbayala a laissé clair qu'il ne participerait pas. Et selon des sources militaires, plusieurs responsables politiques ont été arrêtés et conduits à l'état-major. La CEDEAO a condamné cette tentative de coup d'État. Les États-Unis, eux, ont réclamé la restauration du leadership légitime des civils. Situation au nord du Mali, c'est au chef d'État de la CEDEAO d'examiner les conseils de médiation. Des résolutions qui ne sont jusque-là pas connues. Les ministres de la Défense et ceux des Affaires étrangères de la CEDEAO sont restés très discrets sur les conclusions de cette réunion qui s'est tenue hier à Abidjan. Daouda Diouf. Les ministres de la Défense et ceux des Affaires étrangères de la CEDEAO sont restés très discrets sur leur projet. Beaucoup de questions sont restées sans réponse. Il s'agit du nombre d'hommes devant composer la future force en attente de la CEDEAO. Quand est-ce qu'elle devra être déployée? Quels sont les pays contributeurs et à quel niveau? De telles résolutions sont à proposer aux chefs d'État. Ce sont eux les décideurs au final sur cette question, nous dit le président du Conseil de médiation et de sécurité, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Daniel Kablan, d'une
une CAN. La résolution prévoit d'abord un dialogue et que ce dialogue doit être considéré comme l'âme des forts et non des faibles. Si ce dialogue ne fait pas dans le cadre strict de maintien de l'intégrité territoriale du Mali, il ne serait en aucune façon question de partition de ce pays. Dans ce dialogue, il faut garder la possibilité d'intervenir par la force si nécessaire. Donc dialogue gant de velours, mais main de fer si d'aventure cela n'aboutit pas, conclut le ministre. Retenons que si cette force était déployée avant la fin de la transition malienne, elle devrait d'abord sécuriser les autorités de la transition, ensuite garantir l'unité du Mali. Le feu brûle entre les deux Soudans. Les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir s'accusent mutuellement d'avoir choisi la guerre. À Khartoum, la mobilisation générale a été décrétée. À Juda, Salva Kiir a affirmé qu'il ne retirerait pas son armée d'Eglig occupée depuis mardi dernier. L'ONU, l'Union africaine, les États-Unis et l'Europe ont appelé les deux parties à cesser les combats et demandé à Salva Kiir de retirer ses hommes d'Eglig. En Égypte, des centaines d'islamistes ont manifesté aujourd'hui sur la place Tahrir. C'est pour protéger la révolution, exigeant que les responsables de l'ère Moubarak ne soient pas autorisés à se présenter à l'élection présidentielle prévue le 23 et le 24 mai prochain. Nous ne voulons pas d'Omar Souleyman, criait-il. C'est en référence à l'ancien chef du renseignement de Moubarak qui a fait un retour sur la scène politique en annonçant sa candidature à la présidentielle. On va terminer par la Syrie, Antoine. Il y a eu encore des morts. 3 manifestants ont été abattus aujourd'hui par les forces de sécurité. Des dizaines de milliers de Syriens défilaient à travers le pays au lendemain du cessez-le-feu, Antoine. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci, Gainaba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la déclaration du ministre du Budget qui révèle que les caisses de l'État sont vides. Qu'en pensez-vous? Le débat, c'est vers 12h30. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Antoine Diouf. On commence cette page des sports avec de la lutte remake du face-à-face Yekini-Balagaï 2, mercredi prochain dans les locaux de la RTS. Les précédents face-à-face entre les deux adversaires ont tous échoué du fait de violences ou de boycott de part et d'autre. Comment le promoteur compte-t-il s'y prendre pour parer à toute éventualité? Papaï, chargé de communication de la structure, Luc Nicolas Elko. Principal des amateurs, des Sénégalais. C'est une activité qui traîne le plus de monde au regard de ce que nous voyons tout le temps dans les stades, etc. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit nous n'allons pas baisser les bras, malgré qu'il y a eu des échauffourées la dernière fois. Nous avons parlé avec les deux camps, ils sont tous revenus à de meilleurs sentiments pour que le prochain face-à-face se fasse avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérénité, de simplicité, avec le moins de violence verbale possible. Et au constat de tout cela, nous avons demandé à la RTS, qui nous a accordé cela, donc de pouvoir faire face à face avant la date du 22 avril. Alors, sur ce donc, toutes les dispositions sécuritaires vont être prises. Mais non, que l'importance de l'événement demande évidemment de déplacer ce face-to-face dans un autre cadre beaucoup plus sécurisé. Évidemment, nous sommes preneurs, nous sommes d'accord. Football, l'acte 11 de la Ligue 2 entamé cet après-midi. Au stade Demba Diop à 16h, le port autonome de Dakar fait face à Kaffrine. 18h, GIA Renaissance. La suite est prévue le week-end. La Ligue 1 joue aussi sa 11e journée. Demain, samedi, Duc, compagnie scolaire sénégalaise, Union sportive de Wakam Gorée. GFC rencontre le leader Djambar, donc leader de cette poule A. Yakar de Rufisque fait face à l'Union sportive de Gorée, toujours ce samedi pour le compte de la poule B cette fois-ci. AS Pikine va en découvre avec l'équipe de Yego, Douane Tourekunda. Et puis Nyari-Tali fait face au Casasport de Ziguinchor. Après la déroute des Lions du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, l'ancien pensionnaire de la tanière de l'EPP 2002 pense que l'équipe du Sénégal peut réaliser de belles choses. Pape Thiaw pense qu'avec un coach de la trempe de Bruno Metsu, le Sénégal peut faire face à n'importe quelle équipe. Nous écoutons Pape Thiaw qui évolue actuellement en Ligue 1 sénégalaise au micro de Malal Junior Diagne.
Je pense que cette déroute va leur servir de leçon. Et aussi, on est tous derrière. Et aussi, pour la CAN, on était tous frustrés de ce qui s'est passé. Et je vois bien les joueurs, ils n'étaient pas contents de ce qui les est arrivé. Donc, il n'y a personne qui leur souhaitait ça. Donc, parce qu'ils méritaient mieux. D'après leur parcours, bon, c'était l'équipe favorite. Ils faisaient partie des 3 équipes favorites de la CAN. Bon, malheureusement, ils ont terminé comme ça. Bon, voilà. Je pense qu'ils doivent le prendre comme une leçon et travailler, aller et montrer qu'ils sont encore là. Il est beaucoup question d'un nouvel entraîneur. Selon vous, quel est le meilleur profil pour cette équipe du Sénégal? Bon, écoutez, il faut... Bon, déjà, c'est un entraîneur, c'est le discours. On peut ramener un meilleur qu'on croit que c'est le meilleur entraîneur, il vient et ça passe pas. Donc, je pense que c'est trouver un bon entraîneur qui va avec l'équipe. Et voilà, que aussi les joueurs se battent pour le pays. C'est important, moi je pense qu'en sélection, le plus important, c'est les joueurs. Un entraîneur, c'est sûr, ça sert à quelque chose, c'est très important, mais les joueurs, c'est le plus important. On défend les couleurs de notre pays, on sait c'est quoi ça représente au niveau de notre club aussi. Parce que quand on est sélectionné, le jour qu'on part, donc c'est quelque chose de grand, quoi. Il y a le respect. Êtes-vous pour le retour de Bruno Metsu à la tête des sélections? Bon, pourquoi pas. On sait, Bruno, il comprend bien les joueurs, donc il les connaît. Donc je pense que pourquoi pas. Cher Tigane, nous allons boucler cette page des sports avec de l'athlétisme. La Fédération sénégalaise d'athlétisme qui organise ce samedi dans l'après-midi le semi-marathon international de Dakar. Pour cette 10e édition, le budget a été arrêté à 15 millions de francs CFA. Il est également annoncé l'arrivée de plusieurs athlètes issus un peu partout du continent africain. Voilà qui met un terme à cette page des sports. Merci. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média aujourd'hui, c'est avec Awambaï. Bonjour et bienvenue dans Critique Média. Former et sensibiliser les médias sur le handicap, un chantier pour les associations de personnes handicapées. Il arrive qu'elles soient offensées par un qualificatif utilisé dans la presse. Par exemple, au lieu de prendre la terminologie non-voyant ou malvoyant, un journaliste choisit de dire aveugle, invalide à la place de handicapé moteur. Yann Mafal, le porte-parole de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, a pris part à un atelier de formation des médias sur le handicap. En rapport avec Handicap International, on a initié cet atelier pour un peu sensibiliser les acteurs, des médias sur les concepts, tous les concepts liés au handicap, pour que ces derniers également évitent d'utiliser parfois un langage dans le reportage ou dans certains articles, un langage qui peut heurter ou qui peut déranger. Et donc nous avons partagé avec eux ce qu'il fallait dire, comment définir le handicap, ce que cela signifiait, qu'est-ce que c'est qu'une personne en situation de handicap, et les concepts voisins comme la déficience, l'incapacité, l'infirmité, etc. Daoudomine est journaliste et chef du desk société du journal L'Observateur. Pour lui, le journaliste doit toujours se mettre à niveau pour ne pas choquer. Le journaliste est un technicien de l'information et de la communication qui est là pour tout le monde, qui délivre des messages pour tout le monde et qui rend compte de faits à son lectorat, son audimat et ses téléspectateurs. Bon, dans le cadre de son travail, il doit se garder de blesser ou stigmatiser intentionnellement ou pas. Cela passe par le choix des mots qu'il utilise et surtout par rapport à certaines catégories de personnes. Et pour cela, il doit se recycler en permanence. Si un terme est banni dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation, le journaliste doit se garder de l'utiliser pour ne pas blesser les personnes concernées. Abdou Kogne Diop est un non-voyant et pilote une association à Pékin. Ce qu'il déplore, c'est l'absence d'émissions dans les programmes des télé et radios sur la situation des personnes handicapées de toutes catégories. Oui, nous voulons beaucoup d'émissions dans les médias. Le problème du handicap, c'est un problème transversal. Il y a le problème de la santé, de l'éducation, l'accès à l'emploi et au financement. Et c'est des occasions qui vont nous permettre de pouvoir s'exprimer. On interprète en langage des signes, c'est ce que souhaite Babacar Diagne quand il est en face de son poste téléviseur. Il est un sourd muet et c'est François Manga qui se charge de nous traduire les signes qu'il fait quand il s'exprime. Il est le président de l'association des sourds de Pékin. Voilà, et à chaque fois qu'il y a une émission, ils ont envie de suivre, mais ils n'arrivent pas à comprendre, télé surtout. Par exemple, comme les élections passées, il n'y avait pas quelqu'un qui est là
pour interpréter. Ils n'avaient pas les informations et pourtant ils ont participé aux élections. Et c'est ce qu'ils demandent. C'est tout pour Critique Média à vendredi prochain. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Babacar Fall. Macky Sall hérite d'un État fauché. Cette phrase à la une de l'Observateur, c'est pour résumer la situation actuelle des finances publiques du Sénégal selon les nouveaux dirigeants du pays. Elle opte de citer le ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, déclare que les caisses de l'État sont vide. Les cris d'alarme du nouveau gouvernement font la une de Direct Info. Sud Quotidien met lui aussi l'accent sur cette situation financière post-électorale en mettant la photo du nouveau ministre de l'économie et des finances. Sud Quotidien écrit qu'Amadou Kane hérite de caisses vides. Faut-il s'en inquiéter? Le journal Enquête affirme que le pouvoir s'affole de cette situation économique qu'il juge extrêmement grave. Le sujet intéresse aussi le quotidien LAS qui écrit que l'ampleur des dégâts et de la gabegie a été dévoilée avec des caisses de l'État vides. Mais tenez-vous bien, avec aussi le palais présidentiel et la résidence présidentielle du Sénégal à Paris qui ont été pillés. Le vol des biens de l'État fait la une du Populaire qui titre « La traque s'organise ». Dans le journal Enquête, la nouvelle ministre de la Justice, Aminata Touré, annonce elle-même la traque des voleurs de l'État. On la voit également, la ministre de la Justice, déclarer à la une du journal Le Quotidien que des enquêtes seront menées et les biens de l'État seront restitués. La disparition du véhicule présidentiel et les tensions de trésorerie du Sénégal font la une du journal Le Quotidien qui titre Ouad roule Macky. Et le quotidien de nous apprendre qu'avec la disparition de la nouvelle voiture présidentielle après le départ d'Abdoulaye Wade, eh bien, le nouveau chef de l'État a été obligé de sortir du garage l'ancien véhicule présidentiel qu'utilisait Abdou Diouf. Mais où sont passés tous ces voleurs de la République? Karim Wade est soupçonné d'avoir détourné des deniers publics. Hier, le fils du président de la République, qui a occupé un gros ministère, a procédé à la passation de service avec le nouveau ministre de l'énergie. Et Karim Wade en a profité pour commenter ces soupçons qui pèsent sur lui. Dans beaucoup de journaux ce matin, il dit attendre avec impatience les résultats des audits de sa gestion. Karim Wade, apparemment très sûr de lui, déclare à la une de l'Observateur et il s'adresse aux nouvelles autorités. Karim Wade leur dit « Auditez-moi, j'attends que ça ». Le nouveau gouvernement qui a tenu sa première réunion du Conseil des ministres, c'était hier. Tous les ministres en photo à la une d'un journal comme Le Soleil. Ils entourent le président de la République et le chef du gouvernement. Le Soleil les présente comme une nouvelle équipe qui est face aux urgences. Le même journal, Le Soleil, met justement à sa une un conseil interministériel tenu hier sur les prix des denrées. Une concertation qui a réuni le gouvernement, les commerçants et les industriels. Le journal Le Soleil annonce ensuite un dispositif pour la baisse rapide des prix des denrées de première nécessité. Faut-il garder espoir? Le quotidien Walfadjri constate que si on se souvient des promesses tenues lors de la campagne électorale pour la présidentielle, promesses tenues par Macky Sall, et compte tenu des urgences actuelles, eh bien, selon le quotidien Walfadjri, le gouvernement de Macky Sall fait plutôt dans le service minimum. Et puis le Sénégal est un pays surtaxé, sujet qu'on aperçoit à la une de Enquête, le journal Enquête, qui fait constater que ce sont les impôts, oui, ce sont les impôts qui étouffent les Sénégalais. Ada Location de véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la déclaration du ministre du Budget qui révèle que les caisses de l'État sont vides. Nous allons écouter Abdoulaye Daouda Diallo avant le débat. Une situation assez déséquilibrée. Véritablement, la tension elle est là, elle est perceptible. Surtout que nous faisons face à des urgences. Bon, il y a aujourd'hui une bonne partie de la population qui est véritablement tout simplement menacée par la faim. D'autre part, il y a la campagne agricole qui pointe à l'horizon. Il y a effectivement donc le problème de l'énergie qui est encore là, qui véritablement continue encore de nous mettre la pression.
un certain nombre de choses, en tout cas, qui font que nécessairement nous avons quand même des urgences qui sont là. On travaillera à trouver les ressources qu'il faut pour ça. Bon, mais l'un dans l'autre, quand même, on est dans une situation assez délicate. Avez-vous hérité de caisse vide? Bien évidemment, le président de sortant l'avait même dit. Bon, en tant que budget caisse vide, ça n'a pas trop de sens. C'est quelque chose d'assez élastique. Mais ce qui est constant, c'est que nous avons trouvé quand même des dépenses qui ont dépassé les recettes. Objectivement, il n'y a pas de priorité budgétaire en dehors de la baisse des denrées de première nécessité et véritablement la tenue de la campagne agricole. Ça, ce sont les toutes premières priorités. C'est des engagements du président de la République. Nous sommes tenus de les respecter. C'est là, avec les prières, avec l'aide de tout le monde. Écoute, on va se solidariser. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un pays où tout est urgent. C'est ce que disait même mon collègue des finances. Il disait que bienvenue au royaume des urgences. Effectivement, nous sommes dans un royaume des urgences, c'est clair. Bon, on travaille à trouver les solutions. Ça ne va pas être facile, c'est clair. Voilà, donc c'était le ministre du budget Abdoulaye Daouda Diallo qui parle de la situation délicate que le nouveau gouvernement a trouvé sur place. Nous allons débattre tout de suite et nous avons déjà en ligne Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Antoine. Vous êtes également membre du Parti démocratique sénégalais, parti qui était au pouvoir. Il y a également l'économiste Mounir Ndiaye, oui. Bonjour, Mounir, que nous allons retrouver dans un instant. Mais nous allons commencer quand même avec monsieur Bamba Ndiaye. Quelle est votre réaction après avoir écouté le ministre du Budget par rapport à la situation délicate, comme il le dit, qu'il décrit? Enfin, je n'aurais pas de commentaires à faire par rapport à ce qu'a dit le ministre du Budget. Je crois qu'il est très bien placé pour en savoir plus. Et vous m'avez bien présenté, moi j'étais ministre conseiller chargé des affaires religieuses. Donc je ne gérais pas le budget. Mais ce que je peux comprendre, comme tout bon Sénégalais, c'est que effectivement, je crois que on s'y attendait un peu, puisque depuis un certain temps, le pays a vécu sous une certaine tension qui faisait qu'il y avait beaucoup moins d'investissement, qu'on travaillait moins à cause de cette longue campagne et à cause aussi des difficultés que nous avons traversées depuis un an. Les investisseurs ne venaient plus. Je crois que le président de la République sortant d'ailleurs l'avait indiqué, que depuis pratiquement 2 ans, il n'y a plus de nouveaux investisseurs. Donc, compte tenu de tous ces problèmes, on pouvait s'attendre à cela. Et le budget aussi, il ne faut pas que l'on s'y trompe. Je crois que c'est assez connu. Le budget est fait de recettes et de dépenses, les prévisions, les recettes. Nous sommes au début de l'année. Pratiquement, il n'y a que 3 mois qui sont consommés. Je comprends bien que les recettes qui sont attendues et qui constituent l'essentiel du budget ne sont pas encore récupérées, parce que on est au mois d'avril, donc il n'y a que peut-être les mois de janvier, de février et de mars qui sont récupérés. Il reste encore 9 autres mois devant nous. Oui, et vous ne pensez pas que cette situation soit quelque part liée à des problèmes de gestion? Enfin, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais si je me réfère à cette maxime qui dit que gouverner c'est prévoir, oui, quand il y a des problèmes, on peut effectivement dire que c'est des problèmes de gestion. Maintenant, de quelle nature, je ne saurais le dire. Mais en vérité, s'il y a difficulté, de quelque nature que ce soit, on peut parfaitement dire qu'il s'agit de problèmes de gestion. Merci, monsieur le ministre Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses, membre du Parti démocratique sénégalais. L'économiste Mounir Ndiaye est en ligne. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour. Oui, un premier commentaire sur cette situation que les nouvelles autorités ont trouvée sur place. Oui, je pense que d'abord, il faudrait tout simplement dire que le gouvernement actuel avait pris des engagements, il faut le rappeler, pour réduire le coût de la vie des Sénégalais. Donc, pour cela, je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à une étape d'impatience des Sénégalais. Les Sénégalais attendent. Donc, je pense que ce discours-là sort comme étant un discours qui tend à dire aux Sénégalais, voilà, nous avons dit
que nous allons réduire le coût de la vie, mais sachez que les caisses de l'État sont vides et que sur les baisses que pouvaient escompter, notamment provenant de la baisse de fiscalité, il faudra faire un certain nombre de concessions et accepter peut-être des baisses de 30, 40 francs. Je pense que c'est une manière d'alerter le peuple pour leur dire que vraiment, nous ne pourrons pas aller là où on voudrait sur le plan de la baisse des prix. Ça, c'est une lecture de ma part. Oui. Alors, les caisses de l'État sont vides, ça fait peur certainement aux citoyens lambda, mais quand on est confronté à une telle situation réelle, comment la redresser? Oui, pour redresser ça, moi je dis que le Sénégal, vous vous rappelez la loi de finances qui a été donc opérée en novembre dernier, on avait dit que le budget du Sénégal s'élève à 2300 milliards et que 91 milliards devraient aller à la présidence de la République, 12 milliards au Sénat, 6 milliards au Conseil économique et social. Un certain dispendieux a été fait avec cet argent-là. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. C'est vrai que il est dit, bon, c'est pas encore établi parce qu'il faudra faire des enquêtes, faire des investigations pour savoir exactement les engagements qui ont été pris par les ministres, les ex-ministres. Ça, on n'en est pas là parce que l'affaire n'est pas claire. Mais, de toute façon, il y avait un dispatching, une ventilation des recettes publiques qui a été opérée par la loi de finances. Aujourd'hui, il faudrait savoir que l'État du Sénégal s'est engagé à réduire drastiquement son train de vie. Il faudrait s'y engager résolument et tout de suite. Et maintenant, sur le fait que les caisses de l'État soient vides ou pas, moi je dis qu'un budget, c'est des prévisions de recettes. Les recettes ne sont pas encore là. Il y en a qui sont là et il y en a qui ne sont pas là. Je ne pense pas que les recettes soient aussi vides pour susciter cette inquiétude-là de la part des Sénégalais. Si, l'année dernière, vous vous rappelez, au Sénégal, on a toujours eu une crispation, une crise des finances publiques au Sénégal. Vous vous rappelez de 2008 avec les dépassements budgétaires, la dette intérieure de 194 milliards, on se rappelle de ça en 2000. Et pourtant, il n'y avait pas de problème dans le fonctionnement des affaires de l'État. Et aujourd'hui que l'État du Sénégal s'est engagé dans la réduction de son train de vie, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Même si les caisses de l'État sont vides, on en était toujours là à chaque fois. Donc je pense que le fait de dire que les caisses sont vides, et ça c'est pas le débat. Oui. Le débat c'est aujourd'hui, les Sénégalais l'ont constaté. Le régime qui était là était un régime qui était dans la gabegie, qui faisait des dépenses démesurées, c'est vrai. Donc c'est ce qu'on veut corriger maintenant. Et je pense que la crise est là, il faut faire avec. Oui, on a vite fait de faire la comparaison, si vous permettez la répétition, entre ce qui s'est passé en 2000 et la situation d'aujourd'hui. Est-ce que cela signifie peut-être qu'on a mieux tenu la situation en 2000 qu'aujourd'hui? Oui, vous savez, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle une taxe d'inflation. Vous savez qu'avec ce qui s'est passé sur le plan international à partir des attentats du 11 septembre, vous savez qu'à partir de là, le dollar a commencé à chuter. Vous savez, quand les Américains ont des chocs comme ça, le dollar chute. Donc, le dollar a chuté. En même temps, il y a eu un choc pétrolier qui a fait que donc, les coûts de production se sont renchéris sur le plan international. Donc, il y a une partie de l'inflation aujourd'hui qui est portée donc par des facteurs exogènes. Donc, en 2000, la situation n'était pas comme ça. En 2000, on avait une situation économique stabilisée. Depuis la dévaluation de 1994, entre 1994 et 2000, le Sénégal a eu un taux de croissance moyen de 5%. Et à partir de 2001, maintenant, 2002, on a connu donc des revirements de croissance, c'est-à-dire une croissance qui n'allait pas bien. On a même initié une stratégie de croissance. Et tout ça n'a pas servi à rien. Aujourd'hui, les effets que nous constatons aujourd'hui, ce sont les effets des crises. Et cette crise-là, elle est à la fois endogène et exogène. Il y a des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes, c'est ce qu'on a dit, la gabegie, l'État qui ne faisait rien pour réduire les taxes et tout. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec des dépenses publiques beaucoup plus élevées, par exemple, si vous vous rappelez bien, le budget du Sénégal a été de 601 milliards en 2001, mais aujourd'hui, on en est à 2300 milliards. Mais pour ceci aussi, il y a la taxe d'inflation, c'est-à-dire qu'il y a le fait que les prix ont drastiquement augmenté et que l'État pouvait maintenant appliquer une TVA et avoir des recettes supplémentaires. Mais entre-temps, l'inflation est là, l'État a accordé des augmentations de salaire. La situation est la même depuis 2000. Merci. Monsieur Mounir Ndiaye, économiste, je rappelle que vous enseignez à l'université de Thiès. Nous sommes en ligne avec Monsieur Moussa Touré. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Excusez-nous de vous faire patienter longtemps. Ancien ministre de l'économie et des finances, quel est l'avis justement de l'ancien argentier de l'État sur ce débat? Je crois que ce débat qui s'instaure n'a pas lieu d'être parce que il aurait suffi de constater l'état des lieux pour en tirer les conclusions et les conséquences.
le Sénégal est dans une mauvaise passe. Ça, c'est évident et ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il est évident que dans les derniers mois, avec la préparation de la campagne et les milliards ou les dizaines de milliards qui ont été détournés pour faire face à la campagne, cela n'a fait qu'aggraver les choses. La situation est mauvaise sur le plan budgétaire, elle est mauvaise sur le plan économique, le pays est bloqué. Il suffit d'interroger les acteurs économiques. Mais dans le même temps, sur le plan international, nous assistons à une hausse effrénée des cours des matières premières. Le pétrole est coté ce matin à $121. Les huiles, les prix augmentent. Cela est dû à la sécheresse dans certains pays ou d'autres pays qui arrêtent d'exporter des produits vivriers. Donc nous sommes dans une situation très mauvaise. Mais il faut dire, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui, c'est ce qui a valu la déroute du régime précédent. Ce pays a été spolié, ce pays a été violé pendant toutes ces années. Et donc, c'est le résultat de tout cela qui est aujourd'hui devant nous. Et au moment où les populations attendent de manière très forte des changements radicaux, mais également une amélioration de leur niveau de vie. Oui, et quel levier activer aujourd'hui pour améliorer cette situation? Il y a un certain nombre de leviers. D'abord, il faut assainir la situation dans le fonctionnement des administrations, de l'État de manière générale. Et il y a lieu, je pense que le ministre des Finances qui le sait va le faire, réactiver, redynamiser les régies financières de manière générale, la douane, les impôts, le trésor pour augmenter la productivité. Il y a aussi certainement à diminuer de manière drastique le train de vie de l'État. Maintenant, nous sommes sur une vague, une bonne vague, une belle vague, vu la manière dont les élections se sont déroulées, mais vu également ce qui se passe dans des pays voisins, ce qui s'est passé au Mali et ce qui se passe depuis hier en Guinée-Bissau, si bien que nous sommes sur un vent favorable, qui fait que nos partenaires vont être attentifs à nos difficultés actuelles pour nous accompagner, pour passer cette période difficile que nous allons avoir durant toute l'année 2012. Là, c'est évident. Et cela demande aux populations, par un effort pédagogique, un effort de sensibilisation et d'information à faire de la part de l'actuel gouvernement, donc demander aux populations de quelque part garder patience, ou en tout cas de réfréner un tant soit peu leurs envies d'amélioration tous azimuts de leur niveau de vie. Merci, Monsieur le ministre Moussa Touré, ancien ministre de l'économie et des finances. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Mantouré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Croire à ou croire en. Professeur Laman Bey, expliquez-nous. Croire à ou en, c'est adhérer. Croire à signifie juger quelque chose vraisemblable. Exemple, qui pourrait croire à sa culpabilité? Croire à signifie adhérer spirituellement ou intellectuellement à quelque chose. Il ne croit qu'aux médecines douces et refuse toute autre médication, par exemple. Plus spécialement, croire aux sorcières, aux fantômes, au Père Noël signifie tenir pour réelle leur existence. Les enfants qui perdent leurs premières dents croient à la petite souris, par exemple. Quant à croire en, il a le même sens, mais la conviction, la confiance accordée est totale, sans réserve. Pourrons-nous dire, par exemple, croire en Dieu,
avoir la foi. Je crois sincèrement en lui et en la réussite de son projet. Il a pour synonyme avoir confiance en. Merci. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Ce vendredi, un ciel généralement nuageux sur la moitié sud. La chaleur restera de mise sur le sud et le centre du pays avec des températures pouvant dépasser 40 degrés par endroit. Cependant, la fraîcheur nocturne sera ressentie sur la frange côtière. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Les caisses de l'État vidées par le régime libéral. Cette révélation du ministre du Budget a amené les citoyens à demander à l'État de sévir. Et au vu de ce qui s'est passé avec le régime sortant, Doudou Issa Niasse du Parti Socialiste soutient que les Sénégalais avaient commis une erreur en élisant Abdoulaye Wade en 2000. Mais faut-il penser à des risques de banqueroute? Non, répond l'économiste Moubarak Lom. Promesse de faire la lumière sur la mort de Mamadou Diop et autres victimes lors de manifestations préélectorales. Amnesty International note l'engagement des autorités et reste vigilant quant à Maître Baba Diop. Il souhaite que les choses ne prennent pas l'allure d'un règlement de compte. Actualité internationale en Guinée-Bissau, attaque de la résidence de Carlos Gomez Jr. Le Premier ministre serait en sécurité entre les mains de l'armée. La CEDEAO condamne cette tentative de coup d'État. Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Chérif Cheikh Ahmed Tidjane Diop. À la réalisation, Daouda Diouf et Babacar Fall. Régisseur d'antenne Papoumar Diaw. 13h, retrouvez Malal Junior Diagne pour l'édition en Wolof. Tout de suite, Dialgati Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. mbokk yi 199 000 waxtu fekk 171 000 simili fii ci rajo télévision bu Rëfëma kon nag mbokk yi tey jii la ca gën a fës donte chaque vendredi dañ daan saafonte ci li ñu téléphone bi waaye nag ajjumay tey jii nag ñun ñii noo ko moomee ñun groupe Futurs Médias nooy fas yéene rek jongante suñu biir muy match bu dox nag diggante waa télé ba fekk si ñi nga xamante ne ñoom nooy waa rue 15 fii ci Médina waaye it daanaka fi mu nekk ni reporter yaa ngi sur place te joueurs yi actuellement ñu ngi ci regroupement fi mu nekk ni am na ñu nu nekkal fële ca télé ba am na it ñu nu nekkal fii ci couloir yi ngir nu xam ni match bi déroulé supporters yi nag bari nan waaye it classement bi mun ta weesu 11 joueurs yooyu dugg ci terrain bi ak ñi nga xam ne ñoom lan tànn def leen ay remplaçant boobax léegi Mamadou Ibra Kane ak ki nga xamante ne moom mooy Aline Ndiaye Boubacar Ba ma nga xamante ne moom moo jiitee télé ba boobax léegi it mi ngi topp àll bi di wut ay sëriñ pour que nu waajal ñoom seen match boobule Mamadou Ibra Kane itam mi ngi nuy wutal sëriñ ngir nu waajal sunu match bi le kon nag fi mu nekk nii reporter yaa ngi sur place dañuy fekki rek ki nga xamante ne moom mooy Ngone Ngom ci ligne bi allo salaamaaleykum Ngone. oui salaamaaleykum. ah Ngone nu ngi leen di ziyaara naka foofu ak seen wàccaay yeex préparation yi. voilà fi mu nekk nii maa ngi ak Bouba Ndour Bouba nag fi mu nekk nii daanaka moom lañ jàpp ne moom mooy capitaine équipe bi mais nee na nangul wax parce que dafay ragal xoo ndox ci diggante bi mais attends ma pousse tuuti salaamaaleykum s'il vous plaît Khalifa Diakhaté Khalifa. oui bonsoir. waa Khalifa moom jonge na di moom xàmmewul fajarax suba teel waaye Khalifa est-ce que yéen fi mu nekk nii am ngeen yaakaar ne mën ngeen a jaar ci kaw RFM ak l'Observateur. Papa Ngagne doon na ma ko wax sànq parce que nee naa ko bu nu xefee ba gars yi dóor nu rek dina ñaaw et puis dootuñu jar dara fii ci Médine Almadies quoi. El Hadj Assane penc mi allo El Hadj Assane bañ na wax El Hadj Assane nee na bëggul séparé parce que dafay nekk télé di nekk rajo doy na waar daal tonton Ada ba ci kanam kon. waaw d'accord Ngone nu ngi lay garder en repérage kon nu dellu si fii ci rue 15 angle Corniche xool aussi itam waa RFM waa l'Observateur ñoom aussi naka la ñu taxawee ngir football match bi nga xamante ne moo war a dox suñu diggante ak ñoom nu ngi ak kenn it ci koo xamante ne mi ngi wax micro aussi di doxantu ci biir kër gi di Pape Omar Diaw Diaw. waa jaajëf. waaw Diaw foofu naka la tëddee. bon c'est simple parce que aussi gars yi nu ngi def taxaw ni ñu war a taxawee amul kii amul kaa parce que aussi ñoom ñëpp nu ngi toog di maase wu joueurs yi nu ngi toog Ablaye Diop mi ngi nii sunu 11 mat na presque booy xool
Malal Junior Diagne mi ngi toog ay ñoom di Boubs ay Ibrahima Dieng presque ñoom ñëpp daal ñu ngi toog tey waajal li nga xam ne moom mooy match bi mais daal li nu bëgg mooy gaa yi xam ne amul gaañ amul lenn football ndànk-ndànk rek xam ne noo bokk ndey noo bokk baay c'est ça quoi. Pape Omar Diaw dafa mel ni nag tam aussi ku la dégg da nga xaw a tiit. Voiture, un devoir de tout conducteur. Le nouveau centre de contrôle technique de véhicules de Dakar-Anne ex-TP-SOM vous accompagne pour la visite technique de votre voiture, camion ou autocar. 3 points de contrôle sont prioritaires: les freins, l'éclairage, la direction. Faire sa visite technique, un acte simple et efficace qui contribue à protéger votre vie et celle de vos passagers. Cela vous permet d'être en règle vis-à-vis de l'administration. Avec le contrôle des freins, de l'éclairage et de la direction qui sont obligatoire, le CCTV vous accompagne à toutes les étapes de vérification technique nécessaires à votre véhicule et à la sécurité routière. Pour contrôler ma voiture, je vais au centre